Bonjour à tous, nous allons continuer aujourd'hui l'avancée dans la compréhension de l'atome et dans sa représentation surtout. Et nous allons nous intéresser à une nouvelle façon de représenter les atomes, c'est par le biais de la notation de Lewis. Pour pouvoir bien comprendre la notation de Lewis, il faut avoir bien compris l'histoire des configurations électroniques du cours précédent, et notamment l'histoire des couches et, encore plus important, la dernière couche électronique des atomes. Également, il faut avoir en tête, pour comprendre un petit peu le cours, les différentes familles qu'on retrouve à l'intérieur du tableau périodique. Donc, quand on parle de famille, on peut vouloir parler d'une colonne, donc on appelle ça une famille chimique, mais de manière générale, on peut avoir des grandes familles, donc des grands regroupements, et à l'intérieur du tableau périodique, il y a deux grands regroupements. Il y a tous les éléments qu'on va appeler les métaux, et qui sont les éléments qui classiquement vont être représentés, à gauche de l'escalier. Il y a le fameux escalier dans le tableau périodique. Donc tous les éléments qui sont à sa gauche, alors ça n'inclut pas l'hydrogène, vous voyez, il est caché ici, ont des propriétés communes, et c'est pour ça qu'on appelle ces éléments les métaux. Alors leur propriété, c'est d'être tous solides, bon, mis à part le mercure, mais surtout d'avoir un éclat métallique, de conduire le courant, de conduire la chaleur, d'être malléable, etc. Nous reviendrons sur la plupart de ces propriétés plus tard, mais se rappeler de ce qu'est un métal. Donc un métal, c'est un élément qu'on retrouve à gauche de l'escalier dans le tableau périodique. À l'inverse, on a les non-métaux qui sont les éléments qui sont à droite de l'escalier dans le tableau périodique et qui ont des propriétés quasiment inverses des métaux. Donc ils ne brillent pas, ils sont de mauvais conducteurs électriques et ils ont une masse volumique faible entre autres. À noter au passage qu'il y a certains éléments qu'on ne peut pas classer clairement dans les métaux ou les non-métaux. Alors on a décidé de les appeler les métalloïdes. Ils ont des propriétés intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ont quelques propriétés des métaux, mais aussi quelques propriétés des non-métaux. Or, ce sont les éléments qui, ça paraît évident, sont collés sur l'escalier. Donc ces éléments-là, attention, la liste que vous avez à l'écran n'est pas toujours la même, ça dépend des sources que vous allez utiliser. Mais globalement, eh bien, on va retrouver le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, le tellure et le polonium la plupart du temps dans cette catégorie de métalloïdes qui veut dire qu'ils ressemblent aux métaux, mais ce ne sont pas vraiment des métaux. Voilà le tableau dans son ensemble, à quoi il ressemble, une fois que on y représente les trois grandes catégories que je viens de vous nommer. Alors, nous continuons et nous allons nous intéresser, je l'ai dit dans l'introduction, à la dernière couche électronique des atomes. Donc il faut bien se rappeler, on avait vu dans les cours précédents qu'il y a des protons dans un noyau. Pour un atome, il y a des électrons qui se promènent autour, il y a du vide entre les deux, et les électrons ne se promènent pas n'importe où, ils se promènent sur des couches électroniques. On a appris dans le cours précédent à remplir ces couches, et là où on va s'intéresser un petit peu plus spécifiquement aujourd'hui, ce vers quoi on va aller, c'est la dernière couche d'électrons. Cette dernière couche est très importante car elle est responsable de la stabilité d'un atome. Et pour des raisons que nous n'expliquerons pas cette année, un atome cherche à avoir 8 électrons sur sa dernière couche. 8 électrons, c'est la grande stabilité pour un atome. 8 électrons sur la dernière couche, je répète. Et cette règle-là, d'aller chercher 8 électrons, on l'appelle la règle de l'octet. Octet, ça veut dire 8. Les électrons de la dernière couche électronique ont besoin d'être regroupés en paquets de 8, donc on a besoin d'en avoir 8. Et ces électrons, lorsqu'ils réagissent, alors une réaction chimique pour un atome, en réalité, c'est un échange d'électrons ou un partage d'électrons, eh bien, ils sont tellement importants, ces électrons de la dernière couche, qu'on leur donne un nom spécial. Ce sont les seuls électrons, en réalité, qui ont une valeur pour les chimistes, puisque ce sont eux qui vont intervenir dans les réactions chimiques. Alors, c'est la raison pour laquelle on les appelle les électrons de valence. Les électrons de la dernière couche. Alors là, on va avoir du concret sous les yeux. Donc, quand je vous parle d'électrons de valence, je vous parle de l'électron, ici, il n'y en a qu'un, de la dernière couche du sodium. On va se rappeler que le sodium a 11 protons, c'est le numéro atomique 11, et il a 11 électrons. On a appris dans le cours précédent 2 électrons sur la première couche, 8 sur la deuxième et 1 sur la dernière. Si c'est pas clair pour vous, retournez voir le cours précédent. Mais ce qu'on rajoute aujourd'hui, c'est qu'un atome de sodium, quand il réagit, en réalité,
il cherche à perdre son électron de valence. Donc je rappelle que électrons de valence, ce sont les électrons de la dernière couche. Pourquoi? Mais regardez ce qui apparaît autour de lui quand il le perd. S'il se débarrasse de son électron de valence, il se retrouve à vider complètement sa troisième couche, et c'est maintenant la deuxième couche qui devient sa dernière couche, puisqu'il a vidé complètement la troisième. Et combien y a-t-il d'électrons sur sa dernière couche? Actuellement, il y en a 8. Et ça le rend très stable. Donc en perdant le seul électron qu'il avait sur la dernière couche, il se retrouve avec 8 maintenant, sur ce qui était avant son avant-dernière, et ça le rend stable. Et en fait, les métaux vont de manière générale perdre leurs électrons de valence. Alors le sodium en avait qu'un, le magnésium, il est dans la colonne 2A dans le tableau périodique en chiffres romains, et ben il va en perdre 2. Donc je vous rappelle que le numéro en chiffres romains indique combien il y a d'électrons sur la dernière couche. Il y en a 2 pour le magnésium, c'est le numéro atomique 12, vous pouvez aller vérifier. 2, 8 et 2, et bien que fait le magnésium pour se stabiliser? Il perd ses 2 électrons de valence. Et voilà un atome stable, puisqu'il n'en a plus que 8 maintenant à présenter autour de lui. On va avoir le même phénomène pour l'aluminium, avec ses 3 électrons de valence, il va les perdre, ce qui va le stabiliser et l'amener à 8 sur ce qui est maintenant sa dernière couche. De manière générale, les métaux perdent leurs électrons de valence. Les métaux ont tendance à se débarrasser de leurs électrons de valence, ce qui va entre autres expliquer leur capacité à conduire le courant électrique, puisqu'ils peuvent facilement laisser partir leurs électrons, les électrons qui sont les plus éloignés du noyau. Pour les non-métaux, on va avoir un peu l'effet inverse, c'est que les non-métaux ont de manière générale beaucoup d'atomes sur leur dernière couche. Par exemple, le chlore en a 7. Alors, ils vont plutôt, pour se rendre à 8, non pas perdre cet électron, ce qui serait très long et compliqué, il va plutôt chercher à en gagner un. Alors, le chlore en récupère un, et le voilà à 8, il est très content, il est stable. Voilà un atome stable. Pour le soufre, alors il va falloir évidemment se rendre compte qu'il y a une petite erreur là en ce moment. Le soufre, il lui manque dans le schéma, là il y a 2 petits électrons qui manquent ici. Donc il devrait en avoir 2, il devrait y avoir 2 billes rouges ici. Donc le soufre, lui, il en a 6 sur sa dernière couche. Normalement, je vous rappelle, les 2 devraient être dessinés ici. Alors que va-t-il faire pour se stabiliser? Eh bien, il va en récupérer 2. Ce qui va l'amener à 8. Et le voilà stable, très content. Pour le phosphore, 3 électrons pour le stabiliser. On va donc avoir ces 3 électrons. Il en a en ce moment 5, plus 3 qu'il récupère dans son environnement, 8. Le voilà stable. Alors, il y a différentes conséquences à ça. Premièrement, perdre ou gagner un électron, si vous vous rappelez, ça va avoir un impact sur la neutralité de l'atome. On a dit depuis le début qu'un atome est censé avoir autant d'électrons que de protons. Ben, si un atome gagne ou perd des électrons, là, il n'a plus de neutralité. Nous en parlerons plus tard quand on va faire les ions, donc les charges électriques. Les atomes vont devenir non neutres en réalisant ça. Ils peuvent rester neutres en faisant des partages d'électrons, mais ça c'est ce qu'on va appeler des liaisons covalentes, on en parlera également plus tard. On va maintenant s'intéresser aux éléments de la dernière colonne. Rappelez-vous, la dernière colonne, le chiffre romain est 8. Ils ont donc 8 électrons de valence, 8 électrons sur la dernière couche. Alors un atome veut avoir 8, il est déjà à 8, que fait-il? Eh bien il fait rien. Il est très stable, il est très content. C'est la raison pour laquelle les éléments de la dernière couche, les gaz nobles, ne réagissent pas avec leur environnement. Ils n'échangent pas d'électrons, ce qui les rend inertes. C'est pour ça qu'on les appelle les gaz inertes. Petite parenthèse, on va bien se rappeler tout de suite que l'hélium, malgré qu'il soit dans la colonne 8, n'a pas 8 électrons de valence, il n'en a que 2. Ça le satisfait très bien. Et il est extrêmement stable avec ça, donc il n'a pas besoin d'en rajouter ou d'en perdre. C'est la petite exception. Alors tout ça nous amène à la notation de Lewis. On vient de voir qu'en réalité les atomes, eh bien c'est les électrons de valence qu'ils vont perdre ou gagner. En tout cas, ce sont les électrons de valence qui ont une valeur, donc qui intéressent les chimistes. Alors que vont faire les chimistes comme Lewis pour représenter ces électrons de valence et uniquement eux? Eh bien, ils vont utiliser la notation astucieuse qu'on va voir maintenant. Donc
Pour Lewis, représenter un atome, en réalité, c'est représenter son symbole chimique, donc le symbole qui est dans le tableau périodique. On n'écrit même pas le nombre de protons. Ça ne nous intéresse pas dans cette situation-là. On va dessiner simplement le symbole, la lettre ou les lettres qui représentent le symbole. Donc ici, par exemple, on a le symbole N pour l'azote dans le tableau périodique. Alors, comment représenter, selon Lewis, un atome d'azote? Donc, on ne va s'intéresser qu'aux électrons de valence. Pour cela, on va aller chercher le chiffre romain en haut de la famille. Pour l'azote, on va se rendre compte que le numéro, eh bien, c'est 5, 5A. Donc, ça fait 5 électrons à placer dans la dernière couche. Alors, voilà comment on va les représenter. On va représenter chaque électron par un petit rond. Et on va considérer qu'il y a 4 positions possibles autour du symbole de l'élément. Donc du N majuscule ici. En haut, à droite, en bas, à gauche. Et la stratégie, la méthode, donc on va la décortiquer, mais vous irez plus vite plus tard, c'est de représenter les électrons un à la fois, et on ne met jamais 2 électrons du même côté, avant qu'on en ait au moins mis un dans chaque partie, en haut, à gauche, en bas, à droite. Alors visuellement, vous allez comprendre tout de suite, j'en ai 5 à placer, je viens d'en mettre un en haut, et bien le deuxième, je ne le mets pas en haut. Je peux le mettre n'importe où, mais pas en haut. Alors je vais le mettre là, par exemple, en bas. Le troisième, il faut que je le mette n'importe où, mais pas dans les deux que j'ai déjà, dans lesquels j'ai déjà un électron. Et enfin, le quatrième ici. Là, maintenant, j'en ai bien mis un de chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite. Il m'en reste un à placer. Maintenant que j'ai fait le tour de l'élément, je vais pouvoir faire un deuxième tour pendant lequel je vais continuer à placer des électrons tant que j'en ai à placer. Là, j'en ai 5, donc il m'en reste un à placer. Alors, je vais aller le mettre, par exemple, en haut. J'aurais pu le mettre à gauche, à droite, en bas, c'est pas important. L'important, c'est qu'il n'y ait pas 2 électrons ensemble tant qu'on n'en a pas mis un de chaque bord. Alors là, j'en avais 5. Si j'en avais eu que 2 à placer, eh bien, j'en aurais mis un en haut, par exemple, et un à droite, puis c'est tout. Là, j'en avais 5, donc au bout de 4, j'avais déjà fait le tour, il fallait faire un autre tour. On s'assure de ne pas se tromper. Là, j'en ai bien mis 5. Si jamais vous êtes rendu à dessiner plus que 8 ronds autour du symbole, vous vous êtes trompé, il y a une erreur, il ne peut pas y avoir plus que 8 électrons sur la dernière couche. Donc on fait attention à ça. Et maintenant que on a 8 électrons maximum, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour clarifier le dessin, les 2 petits ronds en haut, on va les remplacer par un long trait. On va appeler ça un doublet. Et voilà comment Lewis représente un atome d'azote. Il dessine un N majuscule et il va uniquement représenter les 5 électrons de la dernière couche, les seuls qui ont une valeur, les électrons de valence. Et la méthode est d'en placer un de chaque côté. Il y a 4 côtés, est, ouest, nord, sud, en haut, en bas, gauche, droite, comme vous voulez. Et uniquement une fois qu'il y en a un de chaque côté, on va en mettre un autre sur un des côtés. Ici, on l'a mis en haut. Alors cette méthode de représentation est très efficace pour représenter les atomes et pour comprendre comment ils réagissent ensemble. Par exemple, le chlore qui a 7 électrons autour de lui, alors on en a 7 à placer, un en haut, un en bas, un à droite, un à gauche. Il nous en reste 3, on en met un en haut, un à droite, un en bas, voilà. On remplace les 2 électrons par un trait, ça nous fait 3 traits et un rond. Elle est très visuelle cette notation, on voit que le chlore, pour se rendre à 8, eh bien, il a besoin d'un seul petit rond supplémentaire. Le sodium en a un seul autour de lui, et on avait vu tout à l'heure qu'il avait tendance à perdre son électron pour se rendre à 8, pour être heureux. Alors que fait un sodium et que fait un chlore lorsqu'on les met ensemble? Eh bien c'est pas compliqué, le sodium va donner son électron au chlore. Voilà un chlore très content, avec ses 8 électrons. Voilà un sodium très content, on avait vu pourquoi en ayant perdu son électron. Et nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, ne prêtez pas forcément attention à ce qui est écrit, mais en ayant perdu son électron, le sodium est devenu positif. En ayant gagné un, le chlore est devenu négatif. C'est la raison pour laquelle ils vont s'attirer. Nous y reviendrons plus tard. En passant, c'est le chlorure de sodium qu'on vient de représenter, le sel. Voilà, donc l'important est d'être capable de dessiner ces atomes selon la notation de Lewis. Merci.